Dans les cercles de la royauté britannique, les domaines d'Anne, princesse royale, occupent une place tout à fait singulière. Ils incarnent avec finesse la rencontre entre le prestige historique et l'élégance contemporaine. Issus d'une lignée profondément enracinée dans l'histoire de la monarchie britannique, ces propriétés illustrent la continuité des traditions royales, même face aux bouleversements du monde moderne. Anne a su, avec brio, conjuguer les exigences actuelles avec les valeurs héritées de la Grande-Bretagne médiévale. Dans cet épisode, nous allons explorer les somptueuses résidences de la princesse et découvrir comment chacune reflète l'héritage exceptionnel qui est le sien. Suivez-nous à la découverte des somptueuses demeures Vieil Argent d'Anne, princesse royale. Première sur notre liste, Gatcombe Park, niché élégamment dans la campagne du Gloucestershire. Ce domaine historique, classé pour son architecture remarquable, est entré dans le patrimoine royal lorsque la reine Elisabeth II l'a offert en cadeau de mariage à sa fille, la princesse Anne, en 1976, à l'occasion de son union avec le capitaine Mark Phillips. Construit avec soin entre 1771 et 1774 par Edward Shepard, un riche drapier de l'époque, Gatcombe Park passa ensuite entre les mains de David Ricardo, célèbre économiste, qui fit appel à l'architecte George Basby pour transformer la propriété au début du XIXe siècle. C'est à cette époque que fut ajoutée sa façade emblématique en pierre de batte. Aujourd'hui, le domaine s'étend sur plus de 295 hectares, avec des écuries et des terrains qui témoignent de sa vocation équestre. Une passion que partage justement la princesse Anne, elle-même cavalière émérite. Gatcombe accueille chaque année le prestigieux Festival of British Eventing, où s'enchaînent dressage, saut d'obstacles et cross-country, attirant l'élite du sport équestre et des milliers de spectateurs en août. La résidence principale est un subtil mariage entre architecture d'époque et atmosphère chaleureuse. Elle comprend 5 chambres principales, 4 chambres secondaires, plusieurs salons, une bibliothèque, une salle de billard, ainsi qu'une véranda lumineuse. À l'extérieur, une ferme en activité rythme le quotidien, avec un élevage qui reflète l'attachement d'Anne à l'autosuffisance. Un aperçu intérieur, dévoilé lors d'un appel vidéo pendant la pandémie de Covid-19, révèle un intérieur marqué par le confort plus que par le faste, un choix qui reflète la simplicité et le pragmatisme de la princesse, loin des clichés sur le luxe royal. Après son divorce en 1992, Mark Phillips s'est installé à Aston Farm, à proximité, tandis qu'Anne a poursuivi la gestion du domaine aux côtés de son second époux, Sir Timothy Lawrence. Tous deux sont très investis dans la vie rurale et les responsabilités royales, mettant en avant l'autonomie financière du domaine. Mais Gatcombe n'est pas qu'un lieu de résidence, c'est un véritable centre familial. Les enfants de la princesse, Peter Phillips et Zara Tyndall, y vivent également dans des cottages situés sur le domaine, perpétuant l'esprit familial du lieu. Zara, comme sa mère, vit sa passion pour l'équitation avec son mari Mike Tyndall et leurs enfants, prolongeant ainsi la tradition équestre de Gatcombe. Le domaine, en plus de ses hôtes royaux et de sa renommée sportive, est un havre de nature, bois luxuriants, lacs paisibles, sentiers bucoliques. Il accueille aussi des événements publics tout au long de l'année. La demeure principale reste privée, n'ouvrant ses portes que pour certaines manifestations. Ici, beauté et héritage se rejoignent, tissant une véritable légende vivante de l'attachement de la royauté britannique à la campagne et aux sports équestres. Poursuivons avec le palais de St. James, situé en plein cœur vibrant de Londres. Ce lieu chargé d'histoire est la résidence officielle en ville de la princesse Anne. Construit entre 1531 et 1536 sous le règne du roi Henri VIII, ce joyau de l'architecture Tudor est l'un des plus anciens palais royaux encore en activité au Royaume-Uni. Il remplit un double rôle, il accueille de grands événements officiels, des visites d'État, mais il sert aussi de pied-à-terre londonien à plusieurs membres de la famille royale, dont Anne. Même si sa résidence principale reste Gatcombe Park, St. James représente un point d'ancrage essentiel pour toutes ses obligations dans la capitale. Née tout près, à Clarence House en 1950, la princesse a toujours eu une relation intime avec les murs historiques du palais. Architecturalement, le palais de St. James est un trésor Tudor. Sa façade en briques rouges dévoile un ensemble de détails chargés d'histoire. On y retrouve la chapelle royale, la porte monumentale et les appartements d'État, qui ont vu défiler des générations de souverains.
À travers les siècles, le palais a bénéficié de rénovations respectueuses qui ont su mêler héritage ancien et confort moderne. La chapelle royale, datant de l'époque Tudor, a par exemple été restaurée avec soin au milieu du XXe siècle, retrouvant tout son éclat d'antan. Les intérieurs du palais racontent une histoire riche, habillée de styles variés. La chapelle royale, véritable bijou architectural, présente un plafond voûté en berceau, découpé en caissons carrés, rappelant les visions de temples romains de Palladio. À l'extrémité ouest de la chapelle, s'élève le Royal Closet, un espace privé réservé à la famille royale dont l'entrée est encadrée de colonnes corinthiennes, sous une cascade de guirlandes sculptées. Un mariage élégant entre les racines Tudor du palais et des influences stylistiques plus tardives. Non en reste, les appartements d'apparat dégagent une grandeur indéniable. Chaque année, près de 100 réceptions royales y sont organisées, souvent en soutien à des œuvres caritatives chères à la famille royale. La salle du trône, repensée en 1924, incarne parfaitement l'essence cérémonielle du palais, solennité, faste et tradition. Mais au-delà de sa beauté architecturale, le palais de St. James est un pilier de la vie royale. C'est ici que la reine Victoria a choisi d'épouser le prince Albert en 1840. Et c'est également entre ces murs que résonnent les annonces d'État les plus importantes, notamment les proclamations de nouveaux monarques. Lorsqu'un souverain décède, le conseil d'accession se réunit dans ce palais, et c'est depuis la galerie de proclamation, surplombant Friaricourt, que l'on annonce officiellement l'avènement du nouveau roi ou de la nouvelle reine. Aujourd'hui, le palais de St. James reste un centre névralgique des opérations royales. Il héberge le Royal Collection Trust, le maréchal du corps diplomatique, ainsi que d'autres bureaux essentiels à la monarchie. Cette alliance subtile entre fonctions résidentielles et responsabilités administratives prouve que le palais n'est pas un simple décor historique. C'est un organisme vivant, au cœur du récit toujours en cours de la monarchie britannique. En plein cœur de Londres, Clarence House murmure les récits d'une vie royale, à la fois passée et présente. Cette demeure, érigée entre 1825 et 1827, est née de l'imagination de John Nash, architecte visionnaire, convoqué par le futur roi Guillaume IV pour concevoir une résidence digne de son rang. L'idée, créer un refuge spacieux, adjacent au palais de St. James, tout en lui conférant une identité propre. C'est ici, dans cette maison empreinte d'intimité et de grandeur, que résonnèrent les premiers cris de la princesse Anne, le 15 août 1950. À cette époque, ses parents, la princesse Élisabeth et le prince Philippe, duc d'Édimbourg, y résidaient. Ces années, précédant l'accession d'Élisabeth au trône en 1952, furent une parenthèse familiale précieuse. Une fois devenue reine, elle s'installa à Buckingham Palace, laissant Clarence House à sa mère, la reine-mère, ainsi qu'à sa sœur, la princesse Margaret. Au fil des décennies, Clarence House s'est imprégné des goûts personnels de ses illustres habitants, devenant un sanctuaire subtil entre histoire monumentale et élégance domestique. Lorsque Margaret rejoignit Kensington Palace en 1960, la reine-mère resta à Clarence House, imprimant son style et sa chaleur à la résidence jusqu'à sa mort en 2002. L'attrait architectural de Clarence House est indéniable. Sa façade en stuc pâle ouvre sur des intérieurs riches en patrimoine et en détails personnalisés. Après la guerre, la jeune Élisabeth et le prince Philippe apportèrent un souffle nouveau à la décoration, mêlant sobriété d'époque et touche de splendeur. La salle à manger, par exemple, était ornée d'une table et de chaises géorgiennes, des cadeaux empreints de noblesse et de gratitude. À partir de 1952, la reine-mère donna à la maison une esthétique plus personnelle. La morning room, salon du matin, fut embellie d'une cheminée en marbre géorgienne, d'un plafond arborant ses armoiries royales, tandis que des dorures vinrent illuminer les salons et la salle à manger, transformant l'atmosphère du sobre vers le sublime. Le décès de la reine-mère marqua une nouvelle transition. Clarence House fut de nouveau rénové, cette fois pour accueillir le prince Charles. À l'époque encore prince de Galles, aujourd'hui devenu le roi Charles III, il partageait cette résidence avec son épouse, la reine Camilla. Lors de leur emménagement, Clarence House a bénéficié d'une restauration soignée. Son élégance royale d'antan a été préservée, tout en y intégrant le confort moderne. Parmi ces ajustements, on retrouve notamment des œuvres issues de la collection personnelle de Charles, ainsi que des pièces prestigieuses de la collection royale. Aujourd'hui, Clarence House est à la fois un lieu de vie privée et une vitrine publique.
Ces pièces somptueuses, ouvertes à la visite, dévoilent une mosaïque captivante de la vie royale. La demeure continue de soutenir le quotidien du roi Charles III et de la reine Camilla, tout en servant de pont entre l'héritage royal et la monarchie contemporaine, assurant ainsi sa pertinence et son rayonnement pour les générations futures. Au cœur du Norfolk, en Angleterre, s'étend la majestueuse Sandringham House, un domaine où s'entrelacent l'histoire royale, une architecture raffinée et quelques touches de mystère familial. Offerte par la reine Victoria en 1862 à son fils, le futur roi Édouard VII, cette résidence splendide est passée du statut de paisible manoir géorgien à celui de vaste retraite royale, débordante de charme et d'audace. L'architecte Agi Imbert, fidèle à la vision d'un prince de Galles jeune, énergique et hédoniste, a mené la transformation dès 1871. Sous sa direction, la demeure a été agrandie pour accueillir les fastes de la vie royale, une salle de bal, des salons spacieux, et même une piste de bowling sur mesure, inspirée d'un modèle admiré par Édouard dans le Staffordshire. Un clin d'œil à son goût affirmé pour les plaisirs et le divertissement. Mais en 1891, le destin s'en mêle, un incendie dévastateur ravage une partie de la maison. Ce drame marquera le début d'un nouveau chapitre architectural et historique pour Sandringham. La résurrection de Sandringham a été une véritable renaissance. La sécurité incendie est devenue une priorité, et la demeure a été reconstruite avec soin, bénéficiant d'améliorations notables sous la direction de l'architecte William Eddy dans les années 1880. Parmi ces ajouts, une majestueuse salle de bal de plain-pied qui incarne robustesse et raffinement. Ce savant mélange de fondations géorgiennes, d'extensions jacobéennes et de touches victoriennes compose une véritable symphonie visuelle. L'intérieur, lui, doit beaucoup à la reine Alexandra qui, après l'époque du roi Édouard VII, a insufflé son goût aigu du détail, cheminée somptueuse, boiserie délicate et une incroyable collection d'objets d'art, allant du jade oriental de la reine Marie à de splendides pièces de Fabergé. À l'extérieur, le domaine n'est pas en reste. Les jardins méticuleusement aménagés allient rigueur formelle et charme bucolique, comme en témoigne le ravissant pavillon d'été surnommé le Nid de la Reine. Dans les années 1930, l'architecte paysagiste Sir Geoffrey Jellicoe y apporta une touche de modernité, redessinant l'aile nord avec une vision artistique novatrice. Mais Sandringham n'est pas seulement le décor de la vie royale, c'est un foyer vibrant, animé par les vacances, les retrouvailles et la chaleur familiale. La princesse Anne, comme bien d'autres membres de la famille royale, y a tissé de nombreux souvenirs. La maison est notamment connue pour ses Noëls animés, où la tradition veut que chacun offre des cadeaux humoristiques, une astuce malicieuse de la reine Elisabeth II pour éviter l'embarras du cadeau parfait. Au-delà de son rôle domestique, Sandringham est aussi un domaine agricole en activité, tourné vers des pratiques durables et biologiques. Plus de 200 employés s'y consacrent et la préservation de l'environnement y est essentielle. Forêts replantées, recyclage rigoureux et respect de la nature. Depuis 1977, année du jubilé d'argent d'Élisabeth II, le domaine est ouvert au public, permettant à tous de découvrir ses salons somptueux, ses décors riches et ses jardins élégants. Que vous soyez simple curieux ou passionné d'histoire, Sandringham vous offre un regard intime sur la vie des Windsor, un symbole vivant de l'héritage royal, empreint de souvenirs personnels et de traditions transmises de génération en génération. Et maintenant, à vous la parole. Dites-nous en commentaire quelle demeure royale vous a le plus charmé. Si une résidence sort du lot, pourquoi ne pas lui consacrer une vidéo plus approfondie? Faites-le nous savoir. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode et à très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'univers du vieux luxe royal.